Alors, et pourquoi? Hum, hum. Alors, on attend Claire. Let's go, recoucou, ça y est, C'est déjà bon, je fais. Candide. Bon, du coup, on va commencer le direct. J'ai mis un petit titre, j'ai marqué Claire Translate, scénariste de Candy Superstar. Alors, du coup, j'ai ton livre ici. Attention. Voilà. C'est marrant, moi j'allais aussi. Incroyable. Oui, du coup, voilà. On va parler de ta BD donc, que tu as scénarisée et qui est sortie cette année, donc Candy Superstar. Donc, pour te situer un petit peu aux gens qui connaissent pas ton travail, à la base, tu faisais du dessin. J'en fais toujours. C'est vrai. Tu as un compte de dessin où tu fais des posts sur plein de sujets du quotidien, des fois de transidentité, mais pas seulement. Et là, du coup, tu as scénarisé Candy Superstar et les Muses du Pop, qui est une grosse BD, un peu sur ces années en fait, avec Andy Warhol et les gens qui tournent autour de cette personnalité, dont trois meufs, trois actrices. Voilà. Alors pour moi, j'avais déjà envie de te demander un petit peu de nous parler du déclencheur du projet, parce que donc ces trois actrices, elles sont transgenres, c'est des icônes vraiment de l'histoire trans. En France, on les connaît pas beaucoup. Pour toi, c'était quoi vraiment le déclencheur, le truc où tu t'es dit que tu voulais écrire là-dessus? Euh, alors, c'est vrai que elles font vraiment partie de la culture queer et trans américaine. Tu as par exemple dans des Transition Baby, tu as plusieurs pages qui vont les évoquer, mais comme euh, les évoquer un peu de manière badass, tu vois, on parle d'un tatouage d'une tête qui fait la taille d'une cuisse, quoi. Donc, effectivement, c'est des personnalités. Euh, le déclencheur, vraiment, ça a été un déclic quand j'ai pigé de quoi parlait la chanson de Lou Reed, Walk on Wild Side. Chanson qui va rythmer les paragraphes les paragraphes du livre. Le déclencheur, c'est ben tiens, qui sont les personnalités qui sont citées dans ce livre. Donc Google, je vais regarder les paroles et puis je vais voir qui est Candy Darling, Jackie Curtis et Holly Woodlawn. Et ce que je découvre là, alors faut quand même être juste, hein, Walk on Wild Side, c'est vraiment un hymne qui a traversé les générations, qui est hyper connu, qui est hyper chantant, qui est hyper rythmé, qui lance Lou Reed. Donc c'est vraiment systématiquement rapproché à lui, à son début de parcours dans le Star System. Et donc, je vais regarder qui sont Candy, Jackie et Holly. Et là, je suis sidéré et en colère parce qu'en fait, elles sont bullshitées, quoi. Parce que c'est dead name, parce que c'est, tu sais, toujours cette vieille rengaine qui date même d'avant 60. Voilà, on va aller rappeler le dead name, on va mégenrer, et j'en trouve des kilomètres comme ça. Et je me dis, ben non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un récit qui soit bienveillant de ces personnes-là. Et puis donc, à partir de là, ben voilà, j'ai eu envie d'écrire, j'ai fait des recherches, et c'est tu vas le voir, mais je pense que effectivement le, la volonté d'écrire, de décrire leur parcours de manière bienveillante, sans bullshitage, c'était vraiment l'étincelle de base. Voilà. Mm. Et quand je dis bullshit, je dis retranscription transphobe, presse, quoi, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un peu, enfin, c'est pas possible en fait d'avoir des vies comme ça qui sont salis après la mort des personnes. La dernière, elle est morte il y a pas si longtemps. Les deux premières sont mortes assez jeunes, mais je me Alors, souviens plus de la nuit. C'est Candy meurt en 74, Jackie en 84, et Holly, c'est la dernière à rester debout, en 2012, 2005. je crois. Toi, tu dis 2012. Bon. Ouais, il me semble. Attends, on peut regarder, mais il me semble que c'est 2012. Ouais. Euh, Holly, On a Google sous la main, c'est génial.
Bah oui, attends, on va pas se priver comme 2015. 2015, elle 2015. décède en Ah, 2015. Ouais. ok. Donc c'est vraiment, ouais, il y a 10 ans tout pile, quoi. Moi, j'avais aussi une autre question parce que du coup, donc toi, t'écris, ben maintenant, ça se passe dans les années 60-70 et du coup, ben moi, j'avais vu sur internet, il y avait quelqu'un qui s'était plaint parce que dans la promotion, alors je sais pas si c'est la maison d'édition, mais il y avait le mot transsexuel qui était passé dans le truc et la personne disait, ah c'est horrible, faut pas utiliser ce mot-là. Et toi, au contraire, il y a des tournures de phrases que je trouve très modernes. Tu vas parler de genre assigné à la naissance, etc. Toi, comment tu t'es mis dans cet entre-deux, parce que les années 60-70, enfin, il y a un moment, quoi, et du coup, il y a une évolution du langage, De ouf. puis c'est des Mm. américaines, et puis là, tu fais un truc en français aussi, par exemple, il y a une personne, c'est Jackie, qui est, ses pronoms, c'est Yel. Mm. Alors, du coup, voilà, tes choix, comment t'as fait, Alors, déjà, faut poser le cadre. Effectivement, euh, 1960 à 1970 aux États-Unis, on est dans une société sexiste, machiste, guerrière, hein, qui est en guerre, raciste, homophobe, et puis alors transphobe, on n'en parle même pas parce que c'est une évidence. On est dans ce contexte-là. Et l'enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on raconte ces personnes qui ont vécu entre 1900 et 1970 en 2025 avec des termes qui sont bienveillants. Le mot transgenre pop pour la première fois dans les sciences sociales en 90. Non-binaire, c'est 2017-2019. L'écriture inclusive aussi, c'est récent. Enfin, voilà. Donc, euh, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que il y a une volonté de bienveillance. Autrement dit, je veux décrire ces personnalités, ces icônes queer, avec tous les égards qui leur sont dus. Tu vois, un peu pour réparer des dégâts qu'il pourrait y avoir eu avant. Bon, c'est ambitieux, hein, mais et, euh, et en fait finalement c'est le choix d'un anachronisme, tu vois. mm, C'est ça le truc, c'est le choix de dire non, je ne veux pas colporter des oppressions, je veux les mettre en avant, mais aussi pour montrer à quel point elles peuvent être brillantes, peuvent être efficaces, peuvent être incroyables. Et, et, euh, et tout ça en étant dans un contexte où il y a une communauté à l'époque, tu vois, mais il n'y a pas toute la matière qu'on peut avoir, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de ressources comme tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quoi. Donc c'est beaucoup d'entraide, de débrouille, mm, et voilà. Donc c'est un choix éditorial, mais la maison d'édition m'a suivi là-dessus. On en a discuté. Effectivement, il y avait le principe de l'anachronisme. Euh, j'ai j'ai insisté parce qu'il y avait la valeur ajoutée derrière de cette narration bienveillante. mm. Et finalement, voilà, c'était un moyen de rendre ce récit respectueux et audible aujourd'hui, aussi pour la commune, quoi, tu vois. Ouais. C'était pas question que ça soit difficile à lire, pour moi, en tant que première lectrice. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a des choix. Alors, l'écriture inclusive et les pronoms IL, alors, ça, c'est toujours un peu le truc qui fait tiquer. Mais en revanche, tu vois, il y a 5 occurrences sur 300 pages. Je crois Ouais, qu'on ouais. y était un peu mollo quand même. Tu vois. Oui, oui, non, ça interpelle, mais comme tu dis, enfin, c'est un choix éditorial, il est assumé, enfin, et ça prend pas non plus beaucoup de place, mais c'est important, j'imagine. Ça change tout. Ça change tout parce que dans plein de scènes, on pourrait se dire quels sont les termes que je vais utiliser. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, il y a quelqu'un qui a râlé parce qu'il y a l'utilisation du terme transsexuel. Effectivement, non, en fait. C'est pas la maison d'édition, certainement pas. Il y a pas ce Mm. mot dans la revue, dans le dossier de presse. Il n'y a pas ce Ouais, mot dans le communiqué de presse. Il y a ce mot nulle part, transgenre éventuellement, tu vois. ouais. Mais jamais c'est utilisé. Donc effectivement, je me demande pourquoi, quel besoin il y a d'aller chercher un terme médical qui pue du cul, Mm. quoi. Excuse-moi, mais on va dire, mais en Ouais. live, on peut dire des mots, quoi. Mais c'est Mm. pas la peine. Donc ouais, ça fait râler. Je me demande même si c'est pas moi qui râlais tu vois, en disant non, faites pas ça, les gars. Non, non, non. Avec un pseudo, hein. Avec un pseudo. Oui. Mais ouais, non, c'est chaud. Mais donc, ouais, du coup, toi, c'était vraiment un choix assumé d'être dans un entre-deux avec un anachronisme, mais quand même juste pour rendre hommage, quoi.
Bah oui, en vrai, ça me semblait pas. Vu que l'histoire, on la raconte en 2025, et même ça peut être audible. Voilà, il y a des situations où ça me dérange pas, où c'est OK, tu vois, puisque finalement on le lit aujourd'hui, et puis c'est les mots qui pourraient être employés. Euh, après, dans certaines situations, tu vois, je vais deviner des choses. Alors deviner ou sentir. J'écoutais les discussions de Copen, un podcast de trans, qui ont fait beaucoup de travail historique pour parler de personnages importants de l'histoire trans et queer. Et effectivement, quand tu parles d'une personne qui est en 1960, quand les mots trans ou l'écriture inclusive et où le pronom lié n'existe pas, ou même le terme non-binaire n'existe pas, ou alors existe dans les sciences sociales, mais sur un milieu super fermé, et pas Mm. utilisé de manière courante, j'ai bien kiffé comment les copains ben, décrivaient que, effectivement, vu ce qu'on peut lire sur la personne, on pourrait deviner, c'est le cas de Jackie. Jackie, dans les interviews que j'ai lues, Mm. Je vais me euh, montrer le portrait de Jackie pendant que je parle de Jackie. d'accord. Voilà, Jackie, c'est elle. Voilà, le truc ne fait pas de point. Vas-y, 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 continue. Non, je t'en prie, je te laisse. Mais en fait, finalement, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que dans les interviews que j'ai lues, j'ai senti, j'ai cru sentir qu'effectivement c'était quelqu'un de gender fluide ou de non-binaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui oscille, qui change, qui va de l'un à l'autre avec beaucoup d'aisance, qui est décrit et décrite comme ça par les personnes qui la fréquentaient. Et Mm. donc, effectivement, je trouve que c'est logique de rendre ça à ce personnage. Mais c'est une supposition de ma part, tu vois, effectivement. Ouais. Euh, Peut-être qu'elle se serait définie totalement autrement aujourd'hui. Maintenant, maintenant voilà, il y a Oui, 5 occurrences. oui, Sauf non, non, oui, c'est pas grave, mais c'est vrai que Jackie, j'ai un peu regardé, j'ai cherché des photos de tout le monde après avoir fait la lecture. Parce que comme le trait, il est hyper caricatural, j'avais vraiment envie de. Tu vois, je me dis, bon alors. Parce que t'as travaillé avec Livio, qui a vraiment, enfin, tous les personnages sont reconnaissables, en fait, avec le trait. Et du coup, effectivement, Jackie, tu tombes sur des photos où l'expression de genre est masculine, féminine, et ça a l'air d'être hyper fluide. Vraiment, vraiment hyper fluide. bah, je pense que il serait content d'entendre ça. Ça lui ferait Mm. plaisir d'entendre ça, Livio, qu'il a réussi ce challenge parce qu'il s'est cassé la tête Ouais. là-dessus. Et bah, quand tu as un personnage de BD, tu vois, il faut que le personnage soit reconnaissable. Et Mm. quand le personnage change de genre assez régulièrement, c'est un vrai fucking casse-tête pour se dire ah oui, c'est bien le bon personnage. Donc je pense que Ouais, ça lui ferait plaisir d'entendre ça à Livio. ouais, par Mais DM. comment? Je lui transmettrai par DM. J'enverrai un petit DM. On le dira après. Euh, Mm. mais ouais, 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 clairement, il y avait un challenge aussi. Sans, bon, il est pas là, il est en vacances, mais ce qu'il disait à propos des personnages et de son trait, c'est qu'il a cherché à donner son interprétation, tu vois, à Mm. donner sa version de ces personnages. Finalement, c'est réussi, quoi, aussi. Bah oui, ça a bien marché. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça plaisant. Et après, j'ai aimé aller googler les gens. Ah oui, oui, très bien. Bon, il y en a qu'on connaît d'avant la lecture, où c'est Mhm. juste évident. Mais ouais. Alors moi, j'avais une autre question. Parce qu'en fait, à la fin du livre, tu mets une petite note un petit peu sur comment tu as procédé. Et tu parles des mémoires de Candy, je crois, Oui. que tu as pris avec du recul. Et donc, Alors, ma de question, Oli, c'est... Ah, de Oli. c'est Oli qui a fait une autobiographie? Là, en fait, il y a une autobio de Jackie, il y a une autobio de Candy et il y a une autobio de Oli. Celle de Oli est clairement la plus intéressante, c'est Low Life in High Hills, qui est voilà, déjà Oli, pour celles et ceux qui ont lu la BD, c'est un personnage assez intéressant, mais
très déconcertant parce que des fois elle vrille un peu, quoi. Et, mais je vais pas spoiler plus. Mais et dans ses mémoires, ça se ressent vachement. Autrement dit, comment te dire, elle en fait des caisses, quoi. Donc, avec Oli, c'est tu prends les trucs, tu regardes, tu recoupes 10 fois pour t'assurer qu'elle en a pas, elle en a pas fait des caisses, quoi. Ouais. Euh, mais par contre, la bio de Candy, alors dans la bio de Candy, il y a deux choses. Il y avait un livre attends, épais comme ça, qui était vendu 600 balles sur Amazon, que Mm. on n'a pas consulté forcément, vu le prix et la difficulté de trouver cet ouvrage. Mais il y a une version, alors qui n'est plus éditée, mais qui est en livre digital, Mm. de ses mémoires. Et là, c'est super intéressant parce que, alors, c'est le bordel. En fait, c'est un journal, mais tu sais, dans le sens cahier, tu vois. Donc, dessus, tu as la liste des courses, le rendez-vous chez le médecin, et Mm. un coup là, tu as un truc super intéressant où c'est un brouillon de lettres à sa cousine. Et là, tu as des trucs, là, tu as des choses, là, tu as de la matière. Mais c'est vrai que c'est un peu déceptif. Après, le livre est publié par une personne qui s'appelle. Non, j'ai oublié son nom de famille. Jérémia. C'est aussi le. Alors, c'est un mec un peu cringe parce que. C'est un mec un peu cringe parce que c'est un fan cringe de Candy. Énorme, genre le fan cringe qui nous donne les archives qu'il est allé voler la nuit dans son bureau. C'est Mais, ça? mais, mais presque, alors peut-être pas à ce point-là, mais si tu veux, il a fait un documentaire en 2010 ou 2012. C'est un monsieur qui est mort récemment, qui a été interviewé par Ovidie aussi, Ok. pour ses connexions avec Solanas. Donc, moi, je le définis comme fan cringe parce que dans le documentaire, il s'autofilme avec un morceau de la robe déchirée ou découpée de Candy quand elle est morte. Il sort une mèche de cheveux, une urne. Enfin, c'est archi flippant. En même temps. Mais, mais son documentaire est super intéressant parce que il fait péter quand même quelques dossiers, notamment la façon dont les actrices étaient très mal payées par Warhol. Exploitées, hein, c'est le terme. Mais voilà. Oui. Oui, je me suis posé la question parce que tu mets des montants et je me suis dit quel est avec le change, combien ça vaut aujourd'hui, mais ce que tu nous montres aussi, c'est que c'était pas bien payé, quoi. Ben, c'était une petite galère intellectuelle de faire ça. Je suis en train de. Il y a Mad Men qui repasse sur Arte, et je suis en train de le binge à mort, tu vois. Euh, et la première saison, il y a une secrétaire qui est la nouvelle, qui arrive et qui payait 35 dollars par semaine. Tu vois. Ouais. Voilà, un cachet, c'est 25 dollars. Alors, évidemment, ça serait intéressant de savoir le prix d'un loyer, le prix d'un repas pour comparer. Mais effectivement, dans la séquence, Valérie vient d'avoir une avance pour un roman, et, c'est pas du tout le même montant, quoi, forcément. Et donc, c'était un élément de comparaison un peu cool, quoi. Ouais. Et du coup, quelle est la part de vérité? Parce que c'est marqué que c'est une biographie romancée. C'est Mm. quoi la part de vérité et d'exactitude qu'il y a? Parce que tu t'es énormément renseigné, enfin, t'as poncé les archives et tout. Qu'est-ce qui relève de la fiction pure, en fait? Euh, alors, Par exemple, j'ai déjà, une question. Est-ce que ah, Candy a vraiment été en culotte derrière le bar? oui, Euh, c'est vrai, oui, j'étais là, oui, cette anecdote elle est trop réelle. Je me suis dit, donc ça, oui, elle a vraiment. ah, oui, oui, oui. Attends, Incroyable. elle avait un autre truc. Elle avait un sac transparent et elle avait toujours des tampons dedans. Donc elle Ok. avait un sac à main transparent et pour tuer le game, il y avait des tampons visibles dans son sac à main transparent. Tu vois, C'est genre. dommage que tu l'aies pas mis dans la BD. Ouais, Candy est un peu, elle est un peu intense. Mais toutes les trois, en fait, c'est des espèces de superstars. C'est un peu, oui, c'est le profil des actrices, quoi. Ben, euh, alors, il y a un crescendo, tu vois. Mais
pour répondre à ta première question, en fait, Oui, j'ai c'est pas ça, du tout un c'est bien. profil. Ouais, Tu, ouais, tu me remets sur le j'essaie de truc, c'est garder le très fil. bien. Oui, voilà, la part de fiction et la part de réalité. Euh, j'ai pas une formation universitaire du tout. En fait, j'ai suivi un cursus des beaux-arts, pas jusqu'au bout. Et donc, j'ai pas une formation universitaire. J'ai enseigné en université parce que j'étais professionnel du graphisme et de la communication. Et en université, c'était cette part de tangible, de professionnel qui était intéressante. Mais j'ai pas suivi de cursus universitaire. Autrement dit, je te dis ça parce que j'ai pas appris à structurer des recherches, je suis pas chercheuse. Mm. Mais j'ai appris sur le tas. Et donc, pour ce livre, pour ces recherches historiques, hein, il y a des tonnes d'informations. Déjà, c'est une période super dense, imagine sur 10 ans en plus. Mais voilà, j'ai découvert l'aspect recherche qui était passionnant. Et j'ai dû m'organiser, structurer pour assurer le contenu. C'est important de préciser parce que c'est vraiment un roman biographique. Ouais. Voilà, il y a un travail colossal. Comme tu dis, j'aime bien, je vais me permettre de t'emprunter cette expression poncer les archives. Mm. Euh, il y a vraiment un gros travail. Voilà, on a rien que sur la documentation pour Livio, c'est-à-dire que quand j'écrivais, j'allais chercher les photos de toutes les séquences, des lieux, des gens, etc., pour que lui, il ait des refs. Et là, on dépasse les 800 pages. Voilà, ouais. Et puis notamment avec Stonewall, avec Mm. tout ce qui s'est passé. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça, j'ai décidé de le donner aux archives LGBTQI plus de Paris. Ok. En discutant avec LE, effectivement, il y avait cette notion qui ressortait, qui m'a beaucoup touché aussi, tu vois, c'était le fait que ces archives nous appartiennent. C'est à nous tout ça. Même si Mm. c'est sur Internet, euh, cette info, on n'y a pas forcément accès. Mm. Voilà. Donc maintenant, si on a les lieux, si on a les personnages, si on a des photos, effectivement, il y a des zones d'ombre. Donc, voilà, par exemple, le dialogue. Ça là-dessus, il y a d'autres choses. Il y a une espèce de flair psychologique pour avoir cerné les personnages en scénario. Il y a aussi pas mal de choses. Il y a plein de petites bribes de vidéos. Comme elles sont actrices, elles ont fait des films où elles étaient quand même majoritairement hyper spontanées. Il n'y avait pas de script, tu vois, vite fait un truc taillé à la hache. Donc, Mm. m'inspirant de ça, et puis aussi un savoir-faire. Il y a deux scènes que j'ai inventées. Ok. Euh, c'est la rencontre avec Laurie, parce que j'ai cherché partout en vain. Et donc, j'ai cherché une mise en situation qui soit vraiment kiffante. Kiffante aussi, qui permettait d'illustrer les violences faites aux queers, la violence policière, etc. Et Mm. finalement, sans trop spoil, mais dans la fuite de cette descente, la connexion entre Lou et Candy me semblait plausible. Et puis, il y a une autre scène, euh, qui est une scène entre Candy et Duncan Mackenzie. Mais comme c'est dans le chapitre 7, peut-être on l'évoque un peu plus tard, si tu veux. Mm. Euh, ok, on le garde pour plus tard, tu le gardes dans un coin de ta tête. Je le mets derrière l'oreille pour le fumer plus tard. Ça marche. C'est toi qui es responsable de le ressortir au bon moment. Parce que moi, ma question suivante, c'était, oui, j'ai envie que tu nous parles un peu de la vie amoureuse de tes héroïnes. Alors du coup, bon, pour les gens, franchement, allez lire la BD. On va pas tout vous spoiler, mais allez lire la BD. De ouf, Mais allez le lire. bah L'acheter oui, aussi, oui, s'il vous plaît. mais non, elle est super. Elle est vraiment super. Mais non, oui, en fait, il y a une scène qui est un peu triste parce qu'en fait, tu nous parles un peu de la vie romantique de ces trois filles. On n'a pas tous les détails, mais on a certains de leurs partenaires.
Et il y a une scène où Candy, elle est un peu triste parce que Jackie, elle est hyper, elle a vraiment le contact facile, elle chope des gens facilement, et Candy, elle est un peu plus réservée. Et puis aussi, tu nous montres ben, que c'est hyper compliqué parce que même si elles sont, en fait, elles sont célèbres, elles ont, enfin, il y a quand même une traînée de tocards, pas à tous, mais genre, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué la première relation même de Holly. Genre, elle commence pas très bien. Ouais, Elle finit pas très bien non plus. Enfin, genre, le bref, début est-ce que est tu peux nous parler hardcore. un peu de ça? Le début est hardcore. Bah, en fait, déjà, il y a un truc, c'est que c'est des bébés trans dans le sens littéral. Mm. Candy, qui est la plus âgée, elle est née en 44, en 63, elle a 19 ans. Holly, elle a 2 ans de moins, donc 17 ans en 63. Donc ça, c'est le début du livre. Et puis, Jackie, elle est de 47, donc elle a 16 ans en 63, et elle rentre dans le livre à partir de 64. Mm. Donc déjà, c'est des ados. Dis-toi un truc quand même, tu vois, dans le contexte, on est en 1963 et c'est des ados trans en fait, tu vois. Mm. Donc, waouh, je veux dire, la Dur. force et l'énergie de ces personnes est complètement dingue. Mm. Alors, déjà, Holly et Jack, Holly, elle va encore en cours quand elle habite avec ce mec. Ok. Ah ouais. Oh, purée, mais quel tocard plus plus. Genre, Ouais. il descend encore plus dans mon estime. Ah là là. Oui, oui. Ah là là, purée, oui, ça veut dire que c'est des meufs aussi qui transitionnent sans aucune représentation. Enfin, genre. Ah bah, il y en a une, mais c'est Christine Jorgenstern, tu vois, qui est la vague de la dizaine précédente, dans les années 50, qui Mm. habite pas très loin de chez Candy, d'ailleurs. Il y aurait une légende qui dirait que, enfant, Candy allait se poser devant chez elle en espérant la voir, tu vois. Mm. Mais oui, clairement, Jack est un connard, hein, on va dire les mots. Et il se passe un truc que j'ai envie de développer parce que c'est super pertinent, mais déjà, on est dans une période assez macho. Donc, remettons le contexte. Holly et Jack ont une aventure qui s'appelle une aventure hétéro. Hein, enfin, ils vivent ensemble. Et le fait est que Jack travaille et économise pour la vagino de Holly. Ouais, j'ai reçu Alors, un petit message. ça, c'est vachement intéressant. Et c'est un truc que j'ai retrouvé aussi dans les Chroniques de San Francisco avec la jeunesse d'Anna Madrigal. Son mec économise pour sa vagino. C'est intéressant quand même qu'ils aient besoin de rentrer à ce point-là dans l'hétéronormativité. Mm. Euh, euh, et toujours de la part d'un mec cis en couple avec une meuf trans. Bon. Et attends, j'ai perdu le fil, je reprends. Oui, c'était aussi l'occasion de reparler et de faire un parallèle sarcastique entre les institutions officielles de chirurgie, en fait, finalement, Mm. qui, déjà, à l'époque, demandaient des choses qui ont perduré pendant 30, 40, 50 ans, Mm. tu vois, cette exigence de vie au féminin, sans hormones, sans rien, de Mm. 2 ans avec suivi psychiatro, enfin, tu vois, enfin, à propos d'Oli, il y a quelque chose de crucial, vraiment important. Et tu vois, c'est une perche aussi pour ce que toi, tu as écrit. Ok. Mais c'est une perche et en même temps, c'est un sujet qui est intéressant et puis qui est parfait pour un live, je pense. Je fais beaucoup d'annonces, maintenant il va falloir que j'aille au bout. Donc, il y a un aspect assez important parce qu'il est rarement nommé. Qui pop dans les mémoires d'Oli, c'est le fonctionnement de son sexe. Voilà, elle va pas faire de chirurgie finalement. Et en fait, elle décrit qu'elle est paumée, tu vois, drastiquement pour atteindre des orgasmes. Et je ne sais pas si c'est ça qui la décide pour la vagino, mais elle se fait toute une préparation intellectuelle, elle en passe des nuits à cauchemarder. Mm. Le point important où je veux en venir, c'est qu'effectivement, donc, dans ses mémoires qui datent de 91,
On a déjà, comment je vais dire ça? On a quelque chose de très contemporain. Finalement, on a une meuf trans avec le matériel sexuel d'origine et qui ne s'en sert pas de la même façon qu'un mec cis. Autrement dit, c'était intéressant de déconstruire cette vision d'un pénis de meuf trans et d'un pénis de mec cis qui ne fonctionne pas pareil. Voilà. Je pense que effectivement, toi, tu as écrit aussi là-dessus. Enfin, pas précisément sur ça, mais Dans l'autre, ouais, j'ai écrit là-dessus, mais sur une perspective qui est plutôt la perspective de l'amante. Mais oui, c'est vrai que alors, dans la BD, tu l'abordes pas frontalement. Il y a une scène de non, sexe qui est assez mimes à la fin. de ouf. J'essaie de la C'est retrouver. ce que je gardais derrière l'oreille pour le fumer plus tard. Bah oui, ah bah oui, oui. Mais elle est cool cette scène. En plus, mais ça, c'est vraiment avec le thème de ce que je te demande, parce que c'est la rencontre avec ce gars qui lui dit, genre, attends, j'ai retrouvé la page. Euh, voilà, qui lui dit, t'es venu seul, tu penses à une compagnie plus masculine, par qui je dois être accompagnée selon toi, des hommes élégants qui te respectent, un partenaire de tournage, par exemple. Et j'aime bien qu'il dise ça, parce qu'en fait, c'est un peu aussi, tu vois, genre, elles sont arrivées à un niveau professionnel hyper élevé, Mm. et le fait qu'il précise qu'en fait, ben, elle serait censée sortir avec des gens de leur milieu, des gens qui la traitent en égal en fait. Et la Mm. scène de sexe après est vraiment super cute. Elle est pas détaillée. Il y a juste des dessins qui se superposent où on comprend que bon bah ils ken, c'est cool. Il se fait chaud dans un placard. Du coup, j'attends Claire. On est en train de parler de la partie croustillante de la scène de cul dans la BD. Une très belle scène, très douce, avec des petits dessins de gens qui font des choses chouettes. Bref, de façon mystérieuse et romantique. Mais je ne sais pas si Claire va réussir à rechoper l'invite. Allez. Yay! Hello! Effectivement, on peut se poser des questions parce qu'on parle d'une scène de sexe entre un mec et une meuf trans. Et là, qu'est-ce qui se passe? La connexion s'arrête. C'est quand même très louche, C'est un complot. C'est un complot. je pense. Je pense qu'on doit se poser des sérieuses questions. En vrai, c'est mon téléphone qui chauffe. Peut-être que mon téléphone a eu trop chaud parce que le sujet était trop hot. C'est juste ça qui s'est passé. Du coup, là, je suis en train de m'éventer moi et d'éventer mon téléphone aussi en espérant que ça va suffire à ce qu'il soit frais. Euh, et ok, je pense que je pense que le refroidissement est important, effectivement. Un, C'est ça, un sujet trop chaud, téléphone qui crame, c'est un c'est dicton ça, connu. c'est ça, c'est ça. Mais oui. Du coup, on a un point d'intersection entre ta BD et mon livre, qui était du coup, toi, tu parlais effectivement des changements hormonaux qui vont bouleverser l'intimité. Et Mhm. j'avais envie de te poser une dernière question qui était vraiment pile. Il y a une scène lesbienne dans ta Ah, BD. mais tu veux pas qu'on parle de la scène de Duncan et Candy quand même? Et on peut, vas-y, parle-nous de la scène, parce que moi, je l'ai retrouvée. Je sais pas si je la montre aux gens ou si c'est C'est trop de page. Oh, spoil. laisse-le. Oh, oh, bon, fais comme tu veux. Mais c'est page 270. Oui, bah écoute, je l'ai retrouvée, c'est bon. Alors attends, je le montre aux gens. Vas-y, je te laisse parler de cette scène. Voilà, qui est quand même très mignonne. Donc nous avons du coup des bisous, hein, voilà. Ensuite on passe à ce qui est important, les nichons. Des petites mains qui se baladent. Un magnifique 69. Voilà, et pendant ce temps-là, sa pote fait la fête. Mais ouais, non, c'est une scène qui est vraiment hyper cute avec cette rencontre à une soirée où voilà, on lui dit mais pourquoi t'es venue seule? Voilà, où sont les mecs bien dans ta vie? Euh, en fait, la sexualité de Candy, comme je te disais tout à l'heure, c'est des ados. Alors, en 68, Candy est un peu plus âgée, elle a 24-25 ans. Mais c'est des bébés, quoi. Et, euh, et il y a beaucoup il y a beaucoup de pudeur dans les lettres à sa cousine. Et on sent qu'elle a des crushs, qu'elle flirte, elle aime séduire.
Mais ça va pas toujours plus loin parce que on sent qu'elle a peur, que ça parte en vrille. On le sait, ça peut être des situations dangereuses si les choses sont pas dites dès le départ. Et en fait, voilà, j'ai trouvé beaucoup de choses dans ces mémoires où finalement elle se posait des questions. On sentait de la dysphorie, mais à la fois une dysphorie d'un retour, une oppression sociale qu'elle pouvait vivre, parce que euh, quand même, faut se faire, enfin, faut être honnête, quoi. Candice, c'est une bombe, quoi. Enfin, elle est magnifique, quoi. Elle est très très belle. Et c'est vrai que du coup, ça peut euh, tendre du soutien de la part de son pote Louride qui lui dit mais arrête, les mecs ils font la queue pour venir te voir. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, j'étais un peu sur ma fin de ça, tu vois. Donc il y a l'histoire avec Oli et Jackie. Il y a la sexualité débridée de Jackie qui a un gros crush pour un autre connard aussi. Oui. C'est voilà. Connard numéro 2. Il y a quelques connards dans cette BD, hein. C'est connard numéro 2. Mais, euh, mais j'étais sur ma fin avec Candy. Et je me dis, bon sang, elle se trimballe de ouf, une dysphorie de ouf, et il n'y a même pas un moment sexe qui pourrait être cool. Et au moment de la documentation, je tombe sur des photos de Duncan McKenzie et de Candy Mm. pendant le tournage de Women in Revolt. Et je me dis, punaise, non mais dans cette photo, il y a des étincelles. En fait, c'est pas. Cette photo dit désir. C'est écrit je te veux, tu vois. Ouais. Et, et, donc, et donc, je me dis, bon, c'est plié. Il y aura une scène de sexe entre ces deux-là. C'est pas possible autrement. Tu vois, ces photos transpirent le sexe. Et donc, je me suis dit, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième scène inventée. C'était la goodies dont je voulais parler plus tard. Voilà, ça crépite entre eux. Et puis, bon, j'ai quand même dû me torturer un peu la tête pour essayer de trouver comment ça fonctionnait à l'époque et dans une relation hétéro. C'était une petite gestuelle. Et puis j'étais aussi. Je refroidir mon téléphone, c'est vraiment, c'est vraiment mon Je t'envoie téléphone. de l'air. Vas-y, vas-y. Du coup, ça bouge chez moi. J'essaye de refroidir. Vas-y. Donc, du coup, ça, c'était la scène inventée. Et tu continues, vas-y. Est-ce que tu veux que par solidarité, je secoue mon téléphone aussi? Pour qu'on soit toutes les deux comme ça en disant, on est en train d'essayer de refroidir nos téléphones parce qu'ils nous écoutent, ils ont chaud. Donc cette scène, elle est inventée, mais elle est bien. Enfin, franchement, je trouve qu'elle rapporte quand même. C'est pas que des histoires tristes. Je trouvais ça trop bien qu'il y ait des histoires qui fonctionnent aussi un peu quand même. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ben oui, je pense que c'est un pari gagnant. À la fois pour la visibilité, aussi de se dire, ben ouais, flûte, c'est important qu'il y ait des scènes de sexe. Et soft en plus, il y a beaucoup de contre-jours, enfin voilà, c'est doux, la retranscription de Livio est vraiment conforme à ce que je voulais. Et puis, pareil, frustration, il n'y avait pas de scène lesbienne. Euh, T'as vu que je suis une championne des transitions sur tes questions. Mais oui, c'est très bien. Tu raccroches bien les wagons. Ben oui, la scène lesbienne, elle est trop cool. Moi, je te là, yes! Là aussi, j'étais frustrée. Je me dis, mais c'est pas possible. On voit que Holly, elle passe des nuits débridées avec Jim Morrison. Il y a de fortes probabilités qu'il y ait eu des liens très intimes entre Jackie et David Bowie. Euh, mais zut, il n'y a pas de scène lesbienne. Et donc, je tombe là-dessus dans les mémoires de Holly. Et je raccroche les wagons avec Carole. Alors, Carole, qui est aussi, ça tombe bien, ça tombait bien, c'était aussi le titre d'un film qui se passe dans ces années-là, iconique lesbien. Et, euh, et donc voilà, je raconte cette histoire qui est assez courte, tu vois, c'est 3-4 pages. Faut que je te dise un truc. J'ai pas poussé l'anachronisme. Au début, elles s'embrassaient. J'avais envie qu'elles s'embrassent. J'avais envie que ça soit fluide. J'ai kiffé aussi
que Carole ait envie de chauffer Oli, que Oli réponde, mais qu'elle lui glisse je suis une meuf trans dans l'oreille et que l'autre lui fasse une caresse en mode vas-y, c'est trop cool. Voilà, ça j'ai kiffé de l'écrire. Il y a de fortes chances que ça se soit passé un peu plus ou moins comme ça, mais encore une fois, ça dépend de l'interprétation d'Oli. Et puis au début, elles s'embrassaient, mais effectivement, ça c'était un anachronisme assez sévère. Parce que c'était pas possible comme ça, hors espace gay, friendly, Mm. officiel, c'était pas possible. Enfin, officiel dans le sens Oui, espace queer clandestin, ouais. assumé, quoi. Et donc, ouais, j'étais hyper contente qu'il y ait ce crush. Et puis, j'ai trouvé que l'idiot retranscrivait bien aussi dans les émotions et dans le côté on va chez moi, ouais, elles posent leur verre toutes les deux et elles Ouais. tracent. Voilà. Ouais, Ben, merci j'étais content. pour cette super scène. Est-ce que je me suis posé la question aussi, il y a une scène avec une flic qui lui donne des infos. Euh, Est-ce que c'est une pote, c'est une ex, c'est c'est comment un tu l'as pote, dit? c'est un Ah mec. mais moi j'ai vraiment lu ça comme une meuf, mais c'est parce que j'ai tout lesbianisé. Du coup, ah je suis T'es très déçue. crypto-gay. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah ouais non pour moi dans ma tête c'était une meuf, c'était une nana. Je vais Et ben, revoir le truc. ben écoute, avec Attends, de la je vais moustache rechercher quand le même. truc. Bouge pas, je Attends, reviens. Je suis pas folle quand même. Pourquoi j'ai pensé ça? attends, je te retrouve. Il y a peut-être quelque chose. C'est les cheveux longs, peut-être aussi, tu vois. Oui, oui, mais c'est l'époque, mais c'est juste, voilà, c'est mon hétéronormativité qui pense que quelqu'un qui a les cheveux longs, c'est une fille. Moi, je te dis, oh yes, une deuxième lesbienne, pas du tout. Mais J'aurais on bien en a aimé. déjà une, on a déjà une histoire lesbienne et c'est super cool. Écoute, je re-regarde, euh, T'es à quelle page? 94. Ah oui, c'est 94. 194. Ah, pardon. Ah, je suis désolée de te décevoir, je re-regarde, pour moi, ça reste une super hot butch. Oh, elle est super. Franchement, bon voilà, à cab, mais je re-regarde. Après, est-ce que la personne est Ah genrée? oui. Ah oui, non, ouais, t'as raison. Il y a une deuxième lecture. Il y a une deuxième lecture. Effectivement, on pourrait croire que. Que c'est une flic. Ah, mais ouais, bah, je vais re-regarder quand même si j'ai pas raté un genrage, mais je suis désolée. Mais non, non, je garde ça. Dans ma tête, il y a deux histoires un peu crypto-lesbiennes dans cette BD. Mais Écoute, bon, alors, ça se pourrait parce que cette histoire de keuf qui rencarde au lit, c'est un gars. Alors, on va dire une personne pour aller dans pardon, ta. excuse-moi, il y a Lou qui demande qu'il dit faut montrer, wesh. Alors attends, je vais te montrer. Alors excusez-moi. Voilà, voilà le flic. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, c'est une flic. C'est une flic là qui est en train de rouler sa clope. Voilà. On est d'accord? Tu es content que Lou? C'est bon? Maintenant, je vais laisser parler Claire. Mais comment j'enchaîne moi après ça, c'est dur. En fait, je vais pour aller dans le sens de cette narration parallèle qui me plaît bien. Je vais utiliser une personne parce qu'en fait c'est une personne qui fréquente le Stonewall. Mm. Voilà, ce qui est chelou, tu vois. Oui. Mais ouais, clairement. Et c'est une personne où il y a pas mal de, comment ils disent en anglais, le hanky panky, il y a pas mal de, il se passe des trucs entre elles, quoi. Voilà. Ok. Donc, enfin, c'est clairement décrit par Oli dans ses mémoires comme un crush qui en sait pas trop sur elle. Ok. Voilà. D'accord. Donc, mais c'était aussi plausible et c'était intéressant euh, de raconter. Alors, ça vient du livre de David Carter. Attends, je recherche le titre qui m'échappe, qui est à la fin dans les sources.
The Riot That Sparked the Gay Revolution de David Carter, euh, qui va finalement raconter Stonewall. C'est un livre hyper intéressant en anglais, mais qui se lit super facilement, qu'on retrouve sur Internet dans Internet Archive. C'est comme ça que je l'ai lu, parce que je ne sais pas combien, il est plus publié, mais il y a quelques articles dessus dans l'IB notamment. Mm. Dans les archives de l'IB, et donc qui raconte finalement, oui, effectivement, ACAB, mais c'était particulièrement intéressant de montrer les mécaniques. Ce qui intéresse les flics, c'est de faire sauter les mafieux. Et les mafieux, eux, se servent de la commune pour soit faire du chantage, parce que de temps en temps, il y a un queer un peu célèbre sur lequel ils vont aller faire du chantage pour pas révéler son homosexualité, ou autre chose, hein, d'ailleurs. Et donc, en fait, les queers, c'est des dégâts collatéraux, et pourtant, c'est à eux qui déclenchent les émeutes. J'ai eu beaucoup d'informations passionnantes là-dessus. Vraiment, je crois que c'est le passage qui m'a le plus régalé. Enfin, j'avais hâte d'aller à ce chapitre-là. Et c'était festival. Alors après, effectivement, je me suis condensé sur les émeutes. J'ai pas développé, il y a énormément de choses à raconter. Mm. Notamment que effectivement on a besoin de légendes. Est-ce que c'était une brique? Bizarrement, il n'y avait pas de brique, mais il y avait peut-être des parcs-mètres qui étaient jetés. Enfin, tu sais pas trop. Ouais, j'ai vu parce que tu parles de Stormé, mais tu dis une bouche, donc on sait pas si c'est Stormé, mais tu t'as très bien retranscrit le fait qu'en vrai on sait pas exactement comment ça s'est passé, qu'il y a plein de trucs qui se sont mélangés, des récits, des contre-récits. C'est hyper intéressant. Mais tu vois, par exemple, je pense que, tu vois, j'ai vraiment le soleil dans la tronche. Je pense que pour moi, là, tu vois, tu me dis, oui, on avait ces archives pour Oli et tout. Dans ma tête, ça, c'était une partie romancée. Je me dis, c'est pas possible que les meufs aient été aussi proches du truc. Non, c'est vrai. En fait, du coup, là, je capte à quel point, en fait, t'as mis romancé. Mais je pense que c'est parce que tu fais partie des gens qui veulent trop défendre la vérité et que tu veux trop dire à quel point c'est pas 100%, mais c'est 99%, en fait. Bah, je me suis vraiment nourri de choses qui étaient hilarantes. Tu vois, à un moment, Oli, elle fait une vanne en mode, elles sont dans un bar et elle dit, ouais, je voudrais un lait fraise. Et Oli dit, avec un doigt d'œstrogène. Et tu vois, ce genre de... Mais ça, il y a des vidéos où elles font cette vanne, tu vois. Donc, Ouais, euh, donc oui, romancé dans le sens où c'est vraiment un travail biographique, mais sur la fluidité du récit, bah, il y a des moments où tu es obligé, tu vois, d'y mettre un peu de toi et de ce que tu sens sur les personnages pour ouais. que le récit soit fluide et construit. Mais à part la scène avec Lou Reed et celle avec Duncan McKenzie, qui était Ouais. nécessaire, hein, on est bien d'accord, Oui, euh, oui. il y a, il y a, il y a, elles ont eu une vie bah, incroyable, quoi. Incroyable. Ouais. Et puis, tu vois, par exemple, ce qui se passe pour Jackie, on n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé de Candy et Oli, mais Jackie, c'est vraiment une personne prodige. C'est la Mm. plus jeune de la bande. Mm. Et il y a un talent, en fait, et elle va contribuer au camp, en fait. Enfin, Mm. dans ses pièces de théâtre, voilà. Et ça, c'est assez zinzin, quand même, tu vois, aussi, Ouais, ouais, c'est pas que des jeune âge. muses. Enfin, c'est pas que des muses entre guillemets, même si genre, en fait, elles ont une présence de dingue. En fait, c'est ça qui fait qu'elles sont repérées par Warhol. Mais ouais, non, effectivement, on voit à quel point c'était des meufs assez exceptionnelles. On voit aussi à quel point elles avaient une vie un peu dingue. Enfin, genre, elles ont vraiment fréquenté des milieux, enfin, et elles ont contribué culturellement et tout ça. Mais je pense qu'effectivement, moi, tu vois, quand tu as marqué biographie romancée, j'étais vraiment curieuse de savoir quel pourcentage. Et vraiment, enfin, le travail historique que tu as fait de reconstitution, il est intense et important. Je pense, Ouais, c'est un gros je boulot, ça. pense, en tout cas, pour moi, c'est important de savoir à quel point c'est proche de la réalité. Et c'est très, très proche de la réalité, en fait. Enfin, de ce que tu me dis, tu vois, il y a plein de trucs. Enfin, je trouve ça encore plus dingue. Ouais, c'est vraiment fou. Vraiment fou comme boulot. Euh, on n'a pas parlé de la postface. Euh,
On n'a pas Alors, parlé de la postface. Et ça, c'est un travail très touchant de Laurent Marx, qui a accepté de faire la postface. Je ne veux pas la dévoiler, mais même si vous allez le feuilleter dans une librairie, à chaque fois que je relis ce texte, j'ai une petite larme à l'œil parce que j'ai trouvé ça touchant et finalement, ça fait vachement écho aussi à tout ce qui est histoire. Euh, euh, Comment est-ce qu'on se définit si on ne connaît pas son histoire et comment, avec, alors soit une transmission qui est beaucoup à l'oral, si on n'a pas toutes ces pierres, toutes ces briques de ce qui s'est passé avant. Et ce qui résonne, tu vois, c'est l'importance de ces personnes-là. J'ai interviewé une journaliste de France Inter, une meuf trans, mm, qui est assez âgée puisque c'est une ancienne militante du phare, donc le Front homosexuel d'action révolutionnaire, mm. qui a fusionné avec ACT UP plus tard, mais tu vois, qui date de fin 60, début 70. Et ce qu'elle me disait à ce moment-là, elle me disait, mais waouh, c'était dingue de voir cette représentation-là au cinéma, que euh, on puisse être actrice, c'était possible. C'était, tu vois, il y avait le côté incroyable de possibilités que ça ouvrait aussi. Et puis Oui, c'est derrière, 3 personnes en même temps dans le même film aussi. est-ce qu'elles sont toutes les trois Il dans y a un Woman in film Revolt? il y a un film où elles sont toutes les 3 à l'affiche. C'est dans Woman in Revolt. Ouais, parce que du coup, c'est la dernière scène, de la BD. En fait, c'est le générique, qui s'affiche avec, Starring et puis en plus, il y a eu ces petites discussions sur: «Ah moi je suis la première. C'est marrant parce qu'elles sont potes, mais aussi des fois elles sont pas potes, hein. C'est Il y a eu des petites disputes sur le chemin, mais ouais, ouais. Bah, il y a beaucoup de sororité entre elles. Vraiment, ça c'est un truc, ça dépend quand. Il y a de l'animosité aussi. Et puis il y a un moment, le star system les bouffe, quoi. Mm. Le star system les bouffe et plutôt que d'être soudés. Alors, il s'est passé plusieurs choses. Euh, En fait, c'est Warhol qui met de l'huile sur le feu. Parce Ah, qu'il va garder Candy un moment, mais il va plus vouloir que Holly ou Jackie. Alors déjà, il paye plus les verres de Holly, ouais. ce qui peut déclencher certaines situations désagréables. Euh, Jackie est plus la bienvenue à la factory. Mm. Donc tu vois, il y a une guest Et list et elle ça, est tu plus sais partie. pourquoi? Tu sais pourquoi Jackie a été écartée ou Euh, alors, je sais que Holly, c'est parce qu'elle chourait pas mal de trucs. Mm. Il y a cette histoire d'inscription sur les fourrures des bourgeoises, Ouais. qui était assez marrante, mais en même temps aussi qui fait partie dans l'arc narratif, qui fait partie du moment où finalement elles pigent un peu qu'elles sont des pions, quoi. Et, Ouais. et, et cet aspect utilisation par Warhol, et ça c'était tu vois, par exemple, je te parlais de Jérémia qui est le fan cringe, mais euh, ça, Jérémia en parle dans son documentaire. Ok. Voilà, Ok. Ok. il explique ce ratio qui était et euh, et euh, et Jackie, je sais plus trop pourquoi, mais ça doit être, c'est pas les mêmes raisons que Holly, mais Warhol trouve une raison sûrement bidon, tu vois, et puis il l'écarte. Il Ok. garde que Candy qui devient très proche de lui, mais tu vois, il y a un côté assez malsain, manipulation et autres Oui, dans ce truc. Warhol a vraiment l'air d'avoir. Enfin, il est un peu dépeint comme ça aussi, hein, dans la BD, d'utiliser les gens beaux, les gens intéressants, se faire sa petite cour, droguer tout le monde et faire de la fête. Voilà, c'est Il y a un côté Warhol. mafieux un peu, il y a un côté parrain, tu vois. Cette scène dans la limousine est assez. Mais effectivement, il y a un peu de visage, quoi. C'est, enfin, il y a le Warhol tout chétif qui a l'air hyper timide, euh, dans un milieu de l'art contemporain très masculin, très homophobe.
avec une société homophobe aussi, et qui va être assez discret sur sa sexualité. Tu vois, au Mm. pire, s'il est vraiment poussé dans ses retranchements, il va dire qu'il est asexuel pour pas évoquer sa sexualité. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est un mec de pouvoir et qui va se faire de fortune sur le dos de beaucoup de personnes, y compris ces trois muses, quoi. Oui, oui, non, il est pas. Il est. En fait, il a à la fois il joue ce rôle central, à la fois bon, il est pas. C'est pas un personnage sympathique. Mais Tant, ouais. tant mieux, tout va bien que tu l'aies perçu en tant qu'antipathique. Ouais, enfin, il est. Ouais, ouais, il a l'air d'être en haut de son truc. Ouais, je sais pas. Moi, c'est effectivement pas mon personnage préféré, mais dans le sens où, ben, c'est pas une personne sympathique, quoi. Mais ouais, ouais. Après, du coup, t'as vraiment un portrait, et c'est trop marrant, hein, de voir toutes les personnes qui gravitent dans ces milieux-là. Il y a la scène à l'hôpital psychiatrique aussi, où tu croises Eddie Sedgwick, qui est interné à l'époque. Enfin, c'est vraiment une espèce de portrait de l'époque avec le contexte, aussi pour situer en fait à quel point enfin elles étaient au sommet quoi. Elles étaient toutes les trois, elles ont atteint le sommet. Alors, il y a ça, et en même temps, tu vois, le parallèle avec Eddie Sedgwick, il est intéressant parce que c'est la muse précédente. C'est la muse de la vague précédente, des débuts de Warhol, Mm. comme ça, 62 à 65. Mais sauf que Eddie Sedgwick, elle a plein de problèmes d'addiction. Et elle a plein de problèmes d'addiction et de dépendance. Et elle vrille, quoi, en fait. Elle se crame les ailes, quoi. Mm. Et, et c'était intéressant de la positionner. Alors, ça, c'est Livio qui a noté cette différence-là. Effectivement, euh, euh, la probabilité qu'elle soit dans le même hôpital psychiatrique était peu probable. Mais le parallèle. Ouais, c'était non, non, c'était hyper bien trouvé comme parallèle. Enfin ça vraiment ça fait partie du plantage du décor de dire OK, vous voyez tous ces gens-là en fait, c'est la même époque, c'est les mêmes milieux, c'est les mêmes trucs qui se croisent et qui se croisent dans un sens ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Je pense qu'on va finir avec une dernière question Ah, que je t'avais pas prévue. une question surprise. Mais oui, en fait, qu'est-ce qui pour toi fait que elle soit si peu connue en France en fait? Parce que quand tu lis leur histoire, enfin tu vois, moi je n'avais jamais entendu leur prénom. Ok. Et quand je lis la BD, tu vois, je suis en mode genre, mais tu vois, par exemple, Solanas, je connais son prénom. Ouais. Mais elle, non. Tu vois, Ok. Candy, je savais pas qui c'était. Comment ça se fait qu'en France, euh, elles sont connues par certaines personnes, mais pas Ouais. par le grand public, tu vois? Floralie, tu me poses une colle là. T'as, Vraiment. t'as aucune idée de qu'est-ce qui s'est Bah, passé dans le système français. alors, Toi, comment tu les as découverts? bah, toujours par la chanson de Louride. En fait, dans la chanson de Louride, Candy, Jackie et Oli sont mentionnés, tu vois. Mm. C'est comme ça que j'ai su qui elles étaient. Après, j'ai pas de. Alors là, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, par exemple, quand j'ai interviewé Hélène, elle m'a dit, ben ouais, attends, euh, le film était présenté à Cannes, mais elles n'étaient pas présentes. Donc ça, c'était toujours la tambouille à la Warhol, tu vois. Les queers, on va peut-être pas trop les exposer. On les Bref, utilise. Mais... mais alors, je veux pas tout foutre sur le dos de Warhol, hein. Mais euh, en tout cas, ce que je vois, c'est que par exemple, et ça m'a fait grave plaisir, dans les archives d'un théâtre de Broadway off, je retrouve des photos de Laverne Cox qui joue une des pièces de Jackie. Donc, Ok. ouais, ouais, qui joue dans une des pièces de Jackie. Euh, et quand j'ai trouvé ça, ça nourrissait la piste de elles ont ouvert une voie. Tu Mm. vois, derrière au Sir Wachowski, à la Verne Cox, mais même avec des choses comme des, même si les films sont discutables, ou parfois un peu dérangeant, tu vois, Rocky Horror Picture Show, enfin, tu vois, en fait, par le fait
qu'elles disent on existe, elles ont popé et ouvert cette voie-là, quoi. Mm. Ouais. Mais alors, punaise, la question surprise qui me colle. Non, mais après, tu vois, genre, c'est marrant parce que toi, tu dis, j'ai pas fait d'études académiques en histoire et tout, mais en fait, tu te retrouves de facto à connaître beaucoup d'archives et à vraiment connaître sur le bout des doigts cette période-là, quoi. Mais en fait, je trouve ça toujours fou parce que on parle de personnages historiques et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très connus à une époque. Et puis ensuite, il y a un effet générationnel où le truc est pas transmis et c'est pas. Et tu vois, je pense que moi, je pense que ce qui fait vivre la mémoire des gens, c'est bon, t'as les manuels scolaires, tu vois, bon, t'as étudié le bouquin de Proust en seconde, bon bah tu sais que ce gars existe, mais c'est les œuvres culturelles qui parlent des gens. Et du coup, tu vois, je me dis, bah là on a une BD qui parle d'elle en français, où c'est dans la langue originale. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu en fait juste un manque de re-racontage, quoi, tu vois, genre entre le moment où elles ont été super famous et où du coup tu vois la meuf que tu as interviewée dit c'était génial de les voir à la télé, donc à l'époque j'imagine Ouais, que les personnes en France savaient qui c'était, au et puis cinéma. après on les oublie un peu puis elles reviennent. Donc je me dis au moins, enfin genre en plus d'être vraiment très cool, enfin genre cette BD elle est, tu passes un bon moment à la lire, quoi. C'est agréable, l'histoire est palpitante, les personnages sont hyper intéressants. Bah peut-être que ça fait partie des choses qui permettent qu'on n'oublie pas ces personnes, quoi. Ah, ça, c'est vraiment un mantra personnel. En fait, euh, en tant que bébé trans, j'étais perdu parce que on n'enseigne pas l'histoire queer ou l'histoire trans à l'école, tu vois. Il n'y a même Ouais. pas Stonewall, machin, c'est pas possible. Alors, à mon époque. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de profs qui sont intéressés, des profs d'histoire notamment, Mm. ou d'anglais, qui trouvent ça intéressant de parler de cette période-là, parce que c'est des choses qui sont balayées de l'histoire, quoi. Ouais. Euh, comment, comment les queers ont pu obtenir des droits en luttant. Bon, alors si, on le sait, à la Pride, on en parle. Euh, voilà, Pride is a riot. Mais, euh, mais toute cette histoire-là, elle est vraiment cruciale pour se construire. Et tu vois, au début de ma transition, euh, j'avais pas des masses de repères. J'avais des repères contemporains, tu vois, mais j'avais pas forcément ça. Et c'est des choses que j'ai cherchées qui m'ont manqué. Et je me suis dit que ça serait utile aussi à d'autres. Et puis, enfin voilà, ça c'est une double motivation. Pour moi, c'est aussi important de savoir d'où je viens, entre guillemets, tu vois, de voir tout ce qui a été fait et tout le travail autour de l'histoire queer, elle est intéressante. Tu vois, tu remontes sur des trucs, alors là c'est un autre sujet, mais tu vois, par exemple, il y a un colonel il y a un colonel de Zapata qui est un mec trans, tu vois, par exemple. Tu Ah ouais, vois? Ouais, mais tout ça, enfin, quand tu commences à rentrer là-dedans, tu te dis, mais il y a une. C'est le podcast, un podcast trans qui parle beaucoup de personnages historiques trans aussi, si ça peut t'intéresser ou intéresser celles qui nous regardent. Mais voilà, effectivement, des histoires comme ça, il y en a plein, des passionnantes, quoi. Imaginez un chirurgien à l'époque victorienne qui est un mec trans. Enfin, bon, tu vois, pour les récits, il y a beaucoup de choses intéressantes. Et, et ce colonel zapatiste, je vois qu'il y a il y Keisha Tom. a- ouais. Lou qui dit, Kay Shenton en parle dans I Hope We Choose Love. Notre génération a pas eu de maman trans, entre guillemets. Ouais. Alors, j'ai pas la ref, je vais faire un screen pour le voir après. Oh non, t'as perdu. Là, celui-là, je suis là. J'ai voulu faire un screen et j'ai fait un screen de boumeuse. Mais mais il y avait un truc qui était intéressant comme ça, mais je crois que dans ce que dit Lou, et c'est enfin, c'est un ressenti, hein. Après, c'est une ouverture assez intéressante. J'en parlais aussi avec un pote qui, 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 euh, qui a
bosse pour une asso qui s'appelle Représentrans, Gab, on évoquait ça. Mais Oui, je vois. effectivement, La nouvelle. Je vois très bien qui c'est. il y a une sorte de trou dans l'histoire avec euh, les dégâts de l'époque du sida et sur des traditions qui étaient orales, d'accompagnement, les familles, ce qu'on voit dans Pause par exemple, ce fait euh, on n'en parle pas trop dans la BD, mais effectivement, à Greenwich, il y a beaucoup de jeunes qui sont SDF, qui sont à la rue ou qui sont fuis chez leurs parents ou qui cherchent des espaces, des espaces pour être qui elles sont, quoi. Ouais. Et, et, toute cette, tout ce côté sans famille, entre guillemets, sans famille binaire, euh, normative et nucléaire, et ben finalement va créer dans la communauté une manière autre de se soutenir, de recréer des liens qui sont importants, nécessaires pour se construire. Et derrière, avec la crise du sida, il y a un vrai trou dans les transmissions de ces aînés, quoi. Euh, ce dont on parle au tout début du livre, donc Oli qui a 17 ans, c'est marrant parce que j'ai mon écran ouvert avec la recherche pour l'âge de son décès et j'ai une bombe quarantenaire à côté sous les yeux, donc ça me perturbe un peu. Mais quand elle est toute jeune, elle est entre guillemets briefée, elle est accompagnée par une personne plus âgée qui a un peu de vécu, qui lui explique les rudiments et tout ça. Et toute cette transmission orale-là a pris grave cher avec la crise du sida qui a été particulièrement fatale aussi aux meufs trans, quoi. Mm. Donc, Ouais. Et puis du coup, toi, enfin, ton bouquin, c'est vraiment les années 60-70, donc en fait, on est ouais, tout à fait. juste avant la crise du sida. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Euh, C'était C'était un quand moment même. très sympa. Bah écoute, pour moi aussi, parce que c'est pas souvent qu'on peut lire un bouquin et ensuite demander directement à la scénariste est-ce que dans la vraie vie, telle meuf était vraiment en train de faire le service en culotte derrière le bar. Mais non, il y a plein de trucs comme ça qui sont hyper drôles sur elles, qui disent des choses tellement fortes sur leur personnalité. Ah, c'est important que ce soit dans la BD aussi, hein. Mais oui, voilà. Donc du coup, merci les personnes qui sont venues pour ce live. N'hésitez pas à vous procurer cette BD ou à demander à votre bibliothèque locale de l'acquérir. C'est aussi un moyen de le rendre disponible. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce livre. C'était une super BD, très instructive et aussi d'un point de vue comment on peut dire, narrativement parlant, plaisant. Enfin, genre, on passe un bon moment. C'est pas juste une biographie. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? Écoute, j'ai passé un super moment. C'était la première fois que je faisais un live sur Instagram. J'étais un peu tendu et je suis très contente que tu aies lancé cette initiative et je suis aussi très contente d'avoir pu développer et que tu te sois immergé dans le livre et que tu aies eu des questions. Enfin, c'était chouette aussi de pouvoir partager les éléments en plus autour du livre et répondre aux questions comme ça. C'était vraiment très chouette. Merci. C'est le DVD bonus, c'est ça? Bah écoute, merci, moi ça me fait très plaisir. Et mon téléphone a tenu jusqu'au bout de la deuxième fois, ce qui est très bien. Maintenant, je vais le laisser